Salut à tous et merci de nous retrouver ce soir sur Nurea TV pour une nouvelle émission consacrée au dossier UFO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Wittenheim et Daniel Robin sur notre antenne. Nous allons parler divulgation, rétro-ingénierie, lanceurs d'alerte et tout un tas d'autres sujets que nous retrouvons dans cet ouvrage OVNI briser le silence, une émission qui s'annonce passionnante. On se retrouve tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Sarah, bonsoir Daniel, je suis très heureux de vous accueillir sur notre antenne. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir Daniel. Bonsoir Guillaume, merci pour ton invitation. Bonsoir Sarah, un plaisir de faire cette émission avec vous. Plaisir partagé. Alors, avant de se lancer sur ce vaste sujet qui est la divulgation OVNI et ce qu'on connaît outre-Atlantique depuis 2017 déjà, et Dieu sait s'il y a énormément de choses à dire, on va faire une petite présentation de mes invités du soir. Alors Daniel, on va aller très rapidement, puisque toi, les Nuréens te connaissent déjà. On a eu l'occasion de faire 2 émissions ensemble sur des sujets fascinants. On a parlé de l'apparition de Fatima, on a parlé de ces fameux et mystérieux ovnis triangulaires. Donc les Nuréens, je vous invite à aller voir ces émissions si vous êtes passé à côté, ce qui permettra déjà de comprendre qui est Daniel Robin et puis de découvrir ces sujets qu'on avait pu traiter et qui étaient vraiment fascinants. Pour la faire bref, tu es passionné d'ufologie, Daniel, et tu t'y intéresses au sujet depuis de très nombreuses années, mais tu es beaucoup plus large dans ton approche du phénomène et de tout ce que moi j'appelle la mystériologie de manière globale. Tout à fait, oui, je confirme ce que tu viens de dire. Je dis souvent, je ne suis pas monomaniaque, c'est-à-dire que je n'ai pas qu'une seule passion dans la vie. Les ovnis, les UAP, c'est une passion, mais j'en ai d'autres à côté. Hein. Tout à l'heure, on a parlé des Templiers, ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aux expériences de mort imminente aussi. J'ai pratiqué aussi l'astronomie, donc je m'intéresse beaucoup au ciel, aux étoiles, aux galaxies. Enfin voilà, j'ai plusieurs sujets qui me passionnent. Et des sujets qui, alors peut-être pas pour les Templiers, mais pour tous les autres sujets sur lesquels tu investigues et tu écris des livres et tu proposes tes réflexions, des sujets qui viennent nourrir et enrichir notre réflexion sur le dossier UFO, parce qu'il nous emmène dans des contrées de la conscience, de la spiritualité, qui au départ dépassent largement le cadre tolé-boulon de certaines approches du phénomène OVNI. Tout à fait. Et souvent, je dis que l'ufologie, en fait, elle est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que pour étudier le phénomène OVNI, il suffit pas d'observer le phénomène ou de faire un compte-rendu d'un témoignage. Il faut faire appel à plein de disciplines, hein, l'optique, l'astronomie, la psychologie, la sociologie. Enfin, l'ufologie convoque plusieurs disciplines, donc il faut aussi un petit peu être diversifié pour pratiquer l'ufologie, qui est pas une science exacte. Hein. Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Sarah, quant à toi, alors c'est pas la première fois qu'on t'accueille sur Nurea TV.
À visage découvert, oui, puisque je me souviens d'une émission que Nora, Demian et toi aviez enregistrée sur les crop circles, et ça remonte à quelques années. Et aujourd'hui, on te découvre. Moi, je t'ai connu, je t'ai rencontré il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, lors de ce fabuleux événement que vous aviez co-organisé avec Demian, l'Eco-Event, qui s'était passé à la Sorbonne à Paris, où tu avais invité un panel d'ufologues et de chercheurs absolument passionnants. Et avec ce livre, on découvre que tu n'es pas simplement une organisatrice et quelqu'un qui fait qu'on se retrouve autour du phénomène UFO, tu es quelqu'un aussi qui a énormément de connaissances autour de ce dossier, et notamment, ce que j'ai découvert dans le livre, autour de l'ufologie nord-américaine, qui est un peu le centre névralgique de l'ufologie mondiale, en tout cas c'est ce qui se donne à voir. Quel rapport tu as à l'ufologie? Quand est-ce que tu es tombé dedans? Comment tu as développé cette approche ufologique ces dernières années? Waouh! Moi, déjà, je l'ai vécu dans mon enfance, très très tôt, à l'âge de 3-4 ans environ, puisque j'avais eu une opération du cœur à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, et j'ai fait ce qu'on appelle une NDE, puisque j'ai des souvenirs quand même assez vifs de sortie de corps, etc. Donc, et je pense que c'est à partir de là que peut-être le phénomène s'est intéressé à moi, ou je ne sais pas, ou l'inverse, je ne sais pas. Ou ta conscience et tes antennes se sont ouvertes à la chose. Voilà, c'est ça. Et donc à partir de là, c'est vrai que j'ai vécu tout un tas de choses aussi avec mon frère, puisqu'on était tous les deux à vivre ces choses-là. Il avait 3 ans de plus que moi. Je dis il avait parce qu'il est décédé en 92 d'un accident de moto. Mais en fait, c'est vrai on avait beaucoup partagé. Et puis quand il est décédé en 92, j'ai mis un terme. Je voulais plus rien savoir à ce niveau-là. J'ai été très en colère. Je voulais plus, je voulais vivre une vie, on va dire que j'étais redescendue sur terre, on peut dire ça. Et donc à cette époque-là, j'avais 17 ans. Et après, donc, j'ai plutôt vécu une vie, on va dire normale entre parenthèses, puisque je suis devenue marin. Pendant 12 ans, j'ai sillonné les mers, etc. Et c'est vrai qu'en 2003, le phénomène s'est rappelé à moi. En fait, il a ressurgi dans ma vie au col de Vence, avec une boule orange qui était apparue, avec 2h45 de temps manquant, avec une amie, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans tous ces détails. Et c'est ça, en fait, c'est qui a déclenché le fait que j'ai commencé vraiment à vouloir en savoir plus sur le sujet et à me dire, attends, alors tout ce que j'ai vécu dans l'enfance, c'était potentiellement vrai. Parce que moi, pendant longtemps, je m'étais dit, je l'avais imaginé, que moi et mon frère, on avait beaucoup d'imagination et que, voilà. Mais de voir que le phénomène était bien réel, et cette fois, j'étais avec une amie aussi, qui était présente et qui a vécu la même chose. Donc, j'ai pas pu l'inventer. Et là, je me suis dit, putain, c'est dingue. C'est dingue. Et donc là, j'ai commencé effectivement à enquêter. Puis en plus, j'ai rencontré mon mari dans la foulée, qui est anglais et qui est de la contrée du Wiltshire, qui m'a amené à découvrir les crop circles et à enquêter aussi sur le sujet, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître la vérité. Qu'elle me plaise ou pas, en fait. C'est la vérité sur ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'il interagit avec nous? Pourquoi est-ce qu'il se permet comme ça de débarquer, de traverser les murs, de venir vous embarquer quand vous êtes enfant, etc., et même adulte? Voilà, toutes ces questions ont fait que, au fil du temps, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et puis il y a eu aussi des synchronicités, un peu comme si le phénomène ou l'intéressement de ces phénomènes m'amenait à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Cette étude des pans, elle est juste extraordinaire. Comme l'a dit Daniel, c'est pluridisciplinaire et ça m'a appris énormément de choses. Non seulement sur moi-même, mais individuellement, en fait. J'ai effectué beaucoup de travail sur moi parce que ça pousse à ça, à se remettre en question en permanence. Et en même temps, vis-à-vis de mon environnement, de la réalité telle que je la conçois, et le monde en général, en fait. Et les gens qu'on rencontre, parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires, des gens fascinants qui ont vécu des choses incroyables. Et voilà. Ce rapport à l'ufologie nord-américaine dont je parlais il y a quelques instants, est-ce que tu as eu l'occasion, la chance de rencontrer ces acteurs
qui sont au centre de ce phénomène de divulgation, de ce mouvement de divulgation qu'on connaît depuis 6-7 ans. Je sais qu'il y avait Jacques Vallée qui était présent notamment lors de l'Eco-Event, et d'ailleurs c'était un plaisir de voir en conférence Jacques Vallée, et je te remercie. Mais est-ce qu'il y a d'autres grands noms de ce mouvement de divulgation que tu as eu la chance d'interviewer, de côtoyer, avec qui tu as pu échanger? Oui, j'échange régulièrement avec Christopher Mellon, et encore il y a 2 jours. Et donc j'échange aussi régulièrement avec Ross Coulthard. Après, c'est vrai que Lou, c'est plutôt avec sa femme, avec Jenny, parce que bon, Lou, il est très très occupé. Et puis Lou, c'est Lou Elizondo pour ceux qui n'arrivent pas. Non, mais c'est vrai qu'il est américain, donc c'est un peu du style. On l'appelle Lou, tout le monde l'appelle. Ouais, Lou. bien sûr. Voilà. Après, ça fait plusieurs années que j'ai la possibilité d'être en contact avec des acteurs de l'ufologie, que ce soit nord-américains, que ce soit canadiens ou anglais, britanniques. Parce que mon mari, donc, comment on dit, pardon, c'est vrai que je pense en anglais, mais si les mots te viennent en anglais, tu les mets comme ça, et moi je mettrai des sous-titres. Il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est ça, c'est que je parle quasiment tous les jours en anglais, et déjà, ne serait-ce qu'avec mon mari. Du coup, c'est vrai qu'après, j'ai du mal à trouver mes mots, donc je m'en excuse. J'ai énormément d'admiration pour les gens qui pratiquent plusieurs langues. Ouais, enfin. Et donc oui, producteur d'émissions radio, de grandes chaînes de radio en Angleterre, ce qui fait que j'ai accès, on va dire, à des numéros de téléphone, des listes de gens qu'ils interviewent. Et donc, à partir de là, ça fait des années, ça fait depuis 2004, en fait, ouais, que j'ai la possibilité de communiquer avec plusieurs acteurs, en fait, de l'ufologie américaine ou d'autres pays, grâce à ça. Et comme on est tous des passionnés, que ce soit même les Britanniques, on échange énormément, des visios, etc., tout ça. D'accord. Donc oui, tu es intégré dans ce cercle qui permet d'avoir des informations de première main. Et première main, avec les Américains, c'est compliqué parce que on ne sait jamais si c'est de l'information ou de la désinformation. Comme l'a dit lui-même Dr Lakatsky, qui était dans la CIA, il dit que les agences de renseignement se mentent entre elles. Donc, oui. Voilà. Et c'est bien la raison de ce type d'émission, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux, sachant que nous n'y arriverons jamais. On va tenter de se rapprocher d'une vision la plus objective possible. Ce qui nous amène sur cette émission, c'était la sortie de ce bouquin, OVNI, Briser le silence, un excellent livre. Je vous le conseille vraiment, les Nuréens, si vous vous intéressez à l'ufologie, ne passez pas à côté. Moi, ce que je vous propose, c'est un premier point que vous faites au tout début de l'ouvrage, et dans lesquels tous les passionnés d'ufologie vont se retrouver. C'est la manière dont se passe cette divulgation et dont nous, public, on l'intègre. Je fais une rapide lecture et on en discute juste après. Il est facile de constater que c'est toujours le même schéma qui revient finalement. Là, on parle de divulgation. Apparaissent sur la scène médiatique un ou plusieurs lanceurs d'alerte ou informateurs provenant de l'armée ou du renseignement. Ensuite, divulgation de certaines informations soigneusement sélectionnées et filtrées. Juste ce qu'il faut, semble-t-il. Ensuite, les lanceurs d'alerte organisent des conférences de presse, font des interviews et des journalistes écrivent des articles dans les journaux. Le public apprend alors l'existence de programmes classifiés destinés à étudier les ovnis. Les informateurs laissent entendre que ce qu'ils disent ne représente qu'une petite partie de ce qui se passe réellement dans les coulisses. Indignation, le gouvernement nous cache la vérité au sujet des ovnis, et engouement du public pendant quelques mois, puis oubli progressif. Une nouvelle génération de lanceurs d'alerte apparaît alors sur le devant de la scène médiatique, et le schéma se reproduit. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est ce qu'on vit depuis les années 90. Alors c'est vrai que là, en ce moment, on connaît une vague de divulgation qui semble sans précédent, qui semble extrêmement structurée et sérieuse. Mais on a vécu ça dans les années début 2000 ou fin 90 avec Steven Greer et le projet Disclosure. Et on a l'impression qu'à chaque fois, c'est le même cycle qui se répète, avec des déclarations fracassantes qui nous mettent en appétit, et puis le soufflet retombe peu à peu. Et il y a une sorte d'amnésie sur cette vague de divulgation en attendant la prochaine. Comment vous l'intégrez? On va commencer avec toi, Daniel, si tu veux bien.
tu es un peu plus âgé que Sarah, je ne trahis pas le secret, Ah. et un peu plus âgé que moi, des vagues de divulgation, tu en as connu plusieurs. Comment on le vit ça, l'excitation, l'espoir de nouvelles infos qui viendraient confirmer ou infirmer le phénomène OVNI dans son authenticité, et le fait que finalement ça passe et puis que le schéma se répète. Oui, alors je crois que c'est moi qui ai écrit ce que tu as lu. Effectivement, bon, moi j'ai connu plusieurs vagues de divulgation, même des auteurs qui ont divulgué des informations extrêmement importantes. Bon, tu as cité Stephen Greer, c'était vraiment, disons, un point marquant lorsque Stephen Greer a réuni au Congrès américain des militaires ou d'anciens militaires, des pilotes, des scientifiques qui travaillaient pour l'armée ou les services secrets. Et il y a eu vraiment là toute une vague de divulgation qui a été vraiment très importante et qui nous a un petit peu choqués. Bon, après, les années ont passé, et c'est un peu retombé dans l'oubli. Et puis là, en 2017, une nouvelle vague de divulgation est apparue. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on passe un cran quand même. On passe un cran et que là, depuis 2017, il y a une divulgation qui est peut-être un peu plus importante que celle qu'il y a eu précédemment. Bon, ça se passe toujours au Congrès américain. Par contre, les lanceurs d'alerte qui divulguent des informations, je trouve que ces informations ont vraiment du poids, si tu veux, ont plus de poids que les divulgations précédentes. Notamment, celui qui m'a le plus impressionné, c'est David Grush. Mm-hmm. Je dois dire que lorsque je l'ai écouté pour la première fois, j'ai vraiment été très impressionné. Alors, il dit pas des choses absolument nouvelles, absolument extraordinaires en fait. Hein. Dans les révélations, c'est toujours à peu près les mêmes choses qui sont dites. Mais ce qui est très important, c'est que ça soit dit devant le Congrès américain, devant un juge, et on sait toute la procédure qu'il y a en amont avant de pouvoir témoigner devant le Congrès américain. Il y a toute une procédure, il faut déposer un dossier. Ils se réunissent dans une pièce, ce qu'on appelle un SCIF. Donc, ils discutent des sujets qui pourront être divulgués et ceux qui ne pourront pas être divulgués. Donc, il y a tout un processus. Et lorsqu'ils arrivent devant les juges du Congrès américain, là, bon, il y a des filtres qui ont été mis en place. Et ce qu'ils disent, c'est vraiment l'essentiel, quoi. C'est vraiment la quintessence de la révélation. Bon, c'est toujours à peu près pareil. Les ovnis existent. Nous sommes visités par des vaisseaux extraterrestres ou multidimensionnels. Ces vaisseaux relèvent une technologie qu'on ne comprend pas. Certains de ces vaisseaux se seraient crashés, auraient eu des accidents. On aurait récupéré ces vaisseaux et à partir des vaisseaux récupérés, on les a étudiés, on a essayé de comprendre comment ils fonctionnaient. Et puis, à partir de cette compréhension, on aurait peut-être découvert certaines technologies qu'on aurait appliquées dans l'armement ou peut-être aussi dans la vie quotidienne. Et donc, bon, moi qui suis ufologue depuis plusieurs dizaines d'années, c'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le fait que ça soit divulgué devant le Congrès américain, devant la presse internationale, et que le monde entier puisse avoir accès à ces informations. Mmh. Et je pense que là, on a sauté un cran, je dirais, depuis 2017. Alors, jusqu'où va aller cette révélation, je n'en sais rien. J'ai l'impression que tout ce qui a été dit jusqu'à présent ne représente peut-être qu'une petite partie de ce que savent ceux qui travaillent sur la question des UAP, sur la technologie des UAP, sur les caractéristiques des êtres qui pilotent ces UAP. Pour moi, ça représente peut-être la partie visible de l'iceberg et qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses aussi à révéler. Et peut-être que ces révélations choqueront l'opinion publique d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et c'est pour ça que la divulgation ne peut être que progressive et distillée à dose homéopathique.
Si on disait tout d'un coup, peut-être que ça créerait un choc dans la société et peut-être que ça pourrait mettre en branle nos institutions. Sarah, dans le livre, tu parles d'une déclaration de Lou Elizondo, en gros, qui explique que au Pentagone notamment, il y a des gens haut placés qui sont, appelons ça, mettons ce mot-là parce qu'il semble approprié, des fondamentalistes religieux, c'est-à-dire qui ne perçoivent la réalité de ce monde qu'à travers le prisme de leurs croyances et de leurs dogmes, et qui, du coup, sont un frein à cette divulgation parce que la révélation d'une vie exogène, de technologies exogènes, va à l'encontre de ce dogme dans lequel ils fondent leur vie. Oui, tout à fait. En fait, ces gens qui sont fondamentalement religieux, en fait, ces fondamentalistes religieux, pardon, en fait, ils sont appelés la Collins Elite. Alors, faut savoir qu'il y avait déjà Nick Redfern, je crois, qui avait écrit dessus en 2010. Il avait écrit The Final Event, où il a pu justement communiquer directement avec des gens de cette colline Elite, soit des anciens, soit des gens encore actifs, qui ont expliqué que ces fondamentalistes religieux ont expérimenté dans divers programmes qui avaient lieu à l'époque, notamment sur l'occultisme, des communications avec ces êtres, cette intelligence non humaine, et qu'en fin de compte, souvent ils ont eu des retours extrêmement négatifs, ce qui les a poussés à penser que ça ne pouvait être que des démons, puisqu'ils ne faisaient que parfois mentir, ils leur donnaient des informations qui s'avéraient être fausses, etc. Disons que ces êtres semblaient se jouer d'eux. Et donc à partir de là, ils ont fini par penser que effectivement ça pouvait n'être que des démons, sans compter qu'il y a eu des choses un peu négatives qui leur sont arrivées, notamment physiquement, etc. Donc voilà, ils ont compris la dangerosité qui se cache aussi derrière ces entités. On peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup de gens au sein du Pentagone qui ont diverses religions et qui donc pensent qu'on pourrait avoir affaire à des démons. Maintenant, il n'y a pas que eux. Il y a aussi la Legacy Program, qui est un État dans l'État, et qui, eux, par contre, c'est un peu comme une pieuvre militaire, mais ça, j'en parlerai beaucoup plus dans le deuxième tome. Parce qu'il va y avoir un deuxième tome, ça c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Et que donc du coup, c'est un peu un État dans l'État. Il le sous-entend, il en parle dans son livre, Lou Elizondo. Mais c'est vrai qu'ils sont confrontés à ces groupes qui ne veulent surtout pas qu'on divulgue l'information, puisqu'il y a des enjeux économiques, militaires et notamment surtout économiques et militaires pour ces gens-là. Et puisque à partir du moment où on pratique la rétro-ingénierie, comme l'a signifié Daniel auparavant, il est possible donc qu'ils aient récupéré des artefacts, des engins, et que de là a découlé de nouvelles technologies, limitées certes, pas aussi performantes que les engins en eux-mêmes qu'ils ont récupérés, mais du moins qui leur permettent d'avoir pu développer des technologies qu'ils ont mis aujourd'hui sur le marché, pour certains, et puis surtout dans l'industrie militaire. Donc ça rapporte énormément d'argent, et donc forcément, ça crée des tensions parce qu'il y en a qui ne veulent absolument rien divulguer sur ce sujet puisqu'ils ont mis un peu, on peut dire, la main sur la poule aux œufs d'or, quoi. C'est ça. Il y a un exemple d'opération, parce que la divulgation est stoppée, est freinée, et on le voit bien, que ce soit avec David Grush, il y a eu Jacob Barber plus récemment, Lou Elizondo qui est au cœur et tout un tas de personnes. On sent bien que la divulgation, elle est freinée, elle se fait au compte-gouttes et qu'ils n'ont pas les mains libres pour dire tout ce qu'ils voudraient partager sur le sujet. Mais les opérations de recherche, d'investigation autour du phénomène OVNI, de toutes ces agences qui se sont succédées, enfin de toutes ces officines d'études des OVNI, la ATIP, etc. Il y a une opération dont Elizondo parle, où il était question d'attirer des OVNI en mettant comme carotte un porte-avions nucléaire et de mettre tout un système en place pour tendre une sorte de piège, en tout cas pour les attirer et collecter de l'information. Tout ça a été mis en place et puis au dernier moment, il y a eu un frein, l'opération est annulée. Là, on se dit, c'est quand même dommage et il y a certaines... Qu'est-ce qu'on sait sur ce type d'opération?
qu'est-ce qui fait que c'est annulé? Qui annule? Qui décide de stopper la machine? Il semblerait, comme Sarah l'a dit, c'est qu'au sein ce que j'appelle les agences de l'ombre ou les agences, que ce soit la CIA et les autres services de renseignement, il y a des luttes internes. Alors je pense qu'il y a des gens qui veulent qu'on procède à une divulgation à dose homéopathique, mais il y en a aussi, il y a des groupes qui ne veulent pas que l'on divulgue certaines informations. Parce que, comme disait Sarah, c'est des informations qui concernent la technologie et aussi la suprématie militaire. La suprématie militaire. Parce que la puissance qui comprendra comment fonctionnent les ovnis et qui pourra utiliser un engin ayant les performances qu'on observe chez les UAP, cette puissance deviendra la première puissance mondiale au niveau militaire. Donc on comprend qu'il y a vraiment une chape de plomb sur tout ça, et que certaines personnes dans les agences gouvernementales ou autres ne veulent pas que ça soit divulgué. Ouais. Une manière qui est mise en place pour freiner cette divulgation, c'est l'intimidation, les menaces, voire les exécutions. Il y a plusieurs cas qui sont présentés dans le livre. Je crois que c'est toi, Sarah, qui en parle. Elizondo, Grush, Edgar Mitchell, l'ancien astronaute, ont tous été victimes d'intimidation et de menaces de mort parfois. Et il y a même certains chercheurs, certains protagonistes du dossier qui sont tout simplement éliminés ou qu'on aide à suicider. Il y a un cas que moi je ne connaissais pas, qui est celui de Amy Eskridge. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Sarah, sur qui était cette chercheuse et ce qui lui est arrivé? Ben en fait, Amy Eskridge, donc elle était la présidente de l'Institut Exotic of Science, et c'est donc à Huntsville. Huntsville, c'est quand même une ville où on va retrouver par exemple, on peut se retrouver avec un voisin qui est le petit-fils de celui qui a inventé la bombe à neutrons. C'est vraiment l'endroit clé où il y a énormément de gens qui ont été à la tête ou au cœur même de tous les plus grands projets d'armement militaire ou aéronautique, etc. Donc c'est vrai qu'elle travaillait donc pour cet institut et elle a subi parce qu'elle s'intéressait à l'antigravité. Donc il faut savoir que ça, officiellement, c'est un peu une science interdite, on va dire. Tout ce qui est en lien avec l'antigravité, à l'époque et même encore aujourd'hui, c'est travailler en sous-main, c'est-à-dire que c'est surtout dans les black programmes. Mais en fait, ce qu'elle a surtout dénoncé, Amy Eskridge, c'est le fait que, par exemple, son père, qui était ingénieur à la NASA, lui avait expliqué que souvent, ils avaient donc des demandes de la NASA. Ils vont demander à une équipe de faire certaines recherches, de répondre à certaines questions auxquelles ils n'ont pas su répondre, etc. Donc, ils vont mettre en place des équipes, ils vont financer pendant un temps, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, il faut savoir que ces chercheurs, parfois, mettent 10 ans, 20 ans. Ils pensent qu'ils vont obtenir éventuellement un prix Nobel ou ils y passent leur vie entière à faire ces recherches. Et au final, on va leur dire que on annule une fois qu'ils sont proches de trouver la solution. Ou une fois qu'ils ont trouvé la solution, ils vont annuler le projet et leur dire, voilà, nous n'avons plus les finances, nous ne pouvons pas continuer, etc. Or, tous les résultats vont être utilisés, mais non pas officiellement au sein de la NASA, mais plutôt dans les black programmes. Et c'est ce qu'elle dénonçait aussi. Je pense qu'elle devait énormément déranger parce qu'elle en savait beaucoup à ce niveau-là, mais aussi à d'autres niveaux. Et donc, forcément, au bout d'un moment, elle avait subi des petits harcèlements, comme savent faire des fois les renseignements. Donc des intimidations, des coups de téléphone, notamment une clé USB fendue en deux qu'elle retrouve enfoncée dans son mur. Elle a retrouvé des sous-vêtements aussi, et souvent on a des sous-vêtements qui sont au fond d'un tiroir par exemple, et puis elle rentre chez elle et elle va retrouver ces sous-vêtements qui sont généralement jamais devant mais par terre, des fenêtres ouvertes, des choses comme ça, des intimidations au fil du temps. Et puis ensuite, elle va commencer à
elle peut se sentir très mal, avoir des effets secondaires elle ne sait pas trop de quoi il retourne sur le coup parce qu'elle ne comprend pas. Et donc ça la pousse un peu à devoir prendre aussi des médicaments, etc. Mais apparemment, à la pharmacie, ils se seraient trompés de médicaments, hein, d'après les parents. Et bon, ça, je l'ai pas vraiment expliqué dans le livre, mais voilà. Et c'est vrai que ça a eu des effets secondaires assez importants sur elle. Et c'est ce qui a amené à sa mort ensuite. Mais ils ont déguisé ça en suicide, mais on pense que c'était clairement qu'il y a quelqu'un un derrière. assassin. Est-ce que Ouais. c'est un phénomène récurrent dans ce monde de la divulgation OVNI que des gens décèdent de manière étrange, par suicide, par accident ou autre? Oui, surtout lorsqu'ils s'intéressent à la technologie des UAP. C'est surtout en lien avec la technologie, avec les connaissances antigravité, l'énergie du point zéro, etc. Toutes ces notions, en fait, généralement, et surtout une personne qui possède des preuves irréfutables, hein, c'est-à-dire une photo avec une très haute résolution, ou voilà, des gens qui ont des preuves matérielles. Finalement, les lanceurs d'alerte qu'on a vus s'exprimer publiquement, parce que Lou Elizondo, par exemple, en a parlé aussi, et a même fait des déclarations en interview pour dire « je ne suis pas suicidaire, tout va bien dans ma famille, donc si je suis amené à disparaître, soyez quasiment certain que ce ne sera pas de mon fait ». Est-ce que le fait que ces divulgateurs prennent la décision de parler publiquement et de manière très exposée, c'est une sorte de manière de se protéger? En gros, plus on est dans la lumière, moins on risque des attaques de l'ombre. Oui, tout à fait. Très bonne réflexion, ouais. Oui, oui. Ah, Donc, je dois dire que quand on a commencé à travailler ensemble avec Sarah, c'était au début de 2023, je crois, Sarah a commencé à évoquer justement ces intimidations, ces menaces et même ces assassinats. Et lorsqu'elle a rédigé ce chapitre, j'ai vraiment été impressionné par ce qu'elle avait écrit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ce chapitre vraiment au début du livre. Au début du livre, comme ça, bon, même si on lit pas tout le livre, si vous lisez le premier chapitre, on s'aperçoit que la recherche ufologique, à un certain niveau quand même, hein, c'est pas un petit niveau, à un certain niveau, ça peut être extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Et si c'est extrêmement dangereux, ça veut dire quelque part que c'est extrêmement sérieux. Que c'est extrêmement sérieux. On va pas menacer des gens, on va pas intimider des gens, on va pas tuer des gens si derrière il n'y a pas quelque chose d'énorme, un secret qui, j'estime, qui est absolument extraordinaire. Donc, je veux dire, il y a un rapport entre le fait que ça soit dangereux, l'intimidation, et l'énormité du secret. c'est quelque chose qu'on retrouve dès la genèse de l'ufologie moderne. Roswell en 1947, tous les témoins ont été intimidés, soudoyés, etc. Exact. Si on se penche un peu sur Roswell, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule personne qui était de près ou de loin en contact avec des informations ou des observations du crash de Roswell et qui n'a pas été prise en charge par des officines. Edgar Mitchell le dit, et on le cite dans le livre, je crois que c'est Sarah qui le cite. Edgar Mitchell a passé son enfance à Roswell, et il a déclaré, je crois que dans un mémo qu'on a retrouvé dans son coffre après sa mort, qui disait que toutes les familles, et la famille d'Edgar Mitchell, ont eu des menaces ou des intimidations disant que vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, si vous dites quelque chose, vous allez avoir des problèmes. Toutes les familles qui, à l'époque, étaient dans le périmètre de Roswell ont eu ce genre d'intimidation. Tu disais, Daniel... Après, oui, vas-y Sarah, je t'en prie. après, je voulais juste te dire que ça se comprend parce que imaginez en 1947 l'époque dans laquelle on est. Et c'est vrai que de trouver un engin totalement inconnu avec des êtres biologiques en plus, parce que apparemment il y aurait eu des êtres biologiques qui auraient été récupérés aussi, ça a dû être un choc, même pour nos militaires, etc., ou les militaires américains. Et donc forcément, ne sachant pas de quoi ils retournent, il fallait qu'il y ait un secret immense qui entoure ce crash. Et puis il y en a pas eu qu'un, il y en a eu apparemment plusieurs. Et donc à partir de là, c'est sûr que
ils pouvaient pas divulguer ce que c'était puisque eux-mêmes ne savaient pas encore de quoi elle retourne, quoi. En effet. Il y a une autre frange, Oui, une autre il y a profession. Daniel, il veut dire un truc. Juste parce qu'on est Je t'en prie, Daniel. sur l'affaire de Roswell, hein. Pour moi, c'est une affaire absolument capitale. Dans le livre, je dis qu'il y a un avant et un après Roswell. Et la chape de plomb qui s'est abattue sur les UAP, ça débute avec Roswell. Et c'est là que les autorités américaines, le gouvernement, l'armée, n'a plus voulu communiquer sur les UAP, simplement en disant bon, c'est pas une menace pour les États-Unis, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, à mon avis, ça remonte à Roswell. Et je voudrais aussi signaler que dans le livre, il y a un chapitre qui a été fait par Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques Velasco, qu'on connaît bien, qui était le directeur du CEPRA à une certaine époque, et qui est un spécialiste, mais vraiment un spécialiste, il connaît très très bien le sujet, et a fait une étude remarquable sur Roswell. Normalement, il doit sortir un livre dans quelques mois, et il nous a fait le plaisir de nous accorder un texte inédit dans notre livre, l'analyse du cas de Roswell. Et là, on a des informations qui sont pas connues. On va dire, c'est des informations que Jean-Jacques Velasco a eues auprès des témoins. Il a enquêté sur le terrain, il a rencontré les témoins. Et on a vraiment des informations de première main qui sont absolument inédites dans ce livre concernant Roswell. À souligner, et très bon passage de Velasco. Et vous citez aussi dans l'ouvrage les deux spécialistes, donc il y a Velasco et il y a Gildas Bourdet. Gildas Bourdet, oui. On lui envoie une pensée vers l'autre monde. J'avais eu la chance de l'accueillir sur Nurea TV pour une émission sur Roswell. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver, les Nuréens, sur la chaîne YouTube. Ce dossier Roswell, il est fascinant, et quand on le creuse un peu en détail et sérieusement, on a bien conscience qu'on n'a pas affaire à un ballon météo. Exactement. Pour le reste, on pourrait passer 2 heures sur le cas Roswell, mais j'invite les ufologues nouveaux à se pencher sur ce vieux dossier, parce que, comme tu le disais, Daniel, il est le point de départ d'une ufologie, de l'ufologie moderne, et d'un système qui se met en place pour masquer, pour contenir le phénomène UFO, et que la population n'ait pas forcément accès à toutes les infos. Et en parlant d'accéder aux infos, il y a une profession, ce sont les journalistes, qui ont un rôle prépondérant là-dedans, et vous mettez en lumière ce questionnement sur le travail des journalistes autour du phénomène UFO, parce qu'aujourd'hui, un scandale politique, on est capable d'envoyer des équipes sur plusieurs mois, filmer, enquêter dans les archives, aller fouiller dans les poubelles. Bref, on sait que des journalistes sont compétents et ont une capacité à aller dénicher de l'information pour nous aider à voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et dès qu'on s'intéresse aux ovnis, et malgré des déclarations mais fracassantes de personnalités de haut rang, on a l'impression que le journalisme mondial ne s'y intéresse que très peu. Il y a quelques journalistes, mais spécialisés en UFO. On parlait de Ross Coulthard, de Leslie King, des gens comme ça qui sont à la pointe en journalisme sur l'ufologie. Mais les grands reporters de ce monde ne s'intéressent pas au phénomène UFO, n'investiguent pas. Vous donnez l'exemple notamment de Haïm Eshed, qui est l'ancien directeur du programme spatial israélien. Et là, ce monsieur, lui, il a fait des déclarations de la nature des déclarations de Paul Hellyer, l'ancien ministre canadien, c'est-à-dire qu'on est dans Star Wars, et que nous, pauvres moldus, on est des petites fourmis qui n'avons pas conscience qu'on est dans un truc qui nous dépasse totalement. Est-ce qu'un de vous deux, déjà, peut nous résumer en quelques mots les déclarations de Haïm Eshed, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais qui était un personnage central de la conquête, enfin des programmes spatiaux israéliens, qui sont quand même à la pointe eux aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans le livre, je parle de lui parce que déjà Colonel Nell, donc il suffit de voir son panel, en fait, son cursus. C'est quand même quelqu'un des forces spéciales. Il a été dans les renseignements. Enfin, il est quand même incroyable, Colonel Nell, et il va mentionner lors d'une conférence notamment Haïm Eshed concernant les lanceurs d'alerte. Et là, j'ai été surprise d'entendre ce nom puisqu'il est assez polémique et surtout qu'il a fait des déclarations. Il parle d'une fédération ou d'une confédération. Il parle de colonies sur Mars. Il a quand même il parle du fait qu'il y a une collaboration. D'ailleurs,
au jour d'aujourd'hui, on en entend parler de cette collaboration. On entend the agreement. Quand on écoute un peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il commence à sortir de plus en plus cette phrase comme quoi il y aurait eu collaboration, notamment David Grush dans une des interviews avec Ross Coulthard parle d'une possible collaboration. Donc quand je dis collaboration, c'est attention, c'est entre des intelligences non humaines et l'armée américaine, mais pas que, parce que autant les Russes que les Chinois. Donc que les grandes puissances auraient pu, et Tom DeLonge d'ailleurs le dit lui aussi. Et en fait, ça fait effectivement poser des questions parce que Haïm Eshen, directeur des programmes spatiaux en fait, aérospatial en Israël. Et sans compter que bon là je l'ai pas mis parce que je peux pas me permettre de le mettre dans le livre, mais je peux le dire. Hein, tu peux. Voilà, j'ai aussi un mail, la preuve du nouveau directeur des programmes spatiaux en Israël juste après lui, mais qui est décédé depuis, mais qui quelque part confirme les dires d'Haïm Eshen aussi. Donc voilà, c'est surprenant. Très surprenant. Ces histoires de collaboration entre des entités exogènes et des représentants de l'humanité, elles datent pas d'aujourd'hui. Dans les années 2000, il y avait déjà tous les mythes autour de la base de Dulce, véhiculés par Bob Lazar, par John Lear. Et quand on étudie un peu le mythe Dulce, pour l'instant, j'en fais pas une vérité, on est sur des bases souterraines avec des exogènes qui collaborent avec des humains, voire qui ont un peu le dessus, qui dictent leur manière de fonctionner aux êtres humains. Ouais, mais c'est là où ça pose question. Enfin, là, c'est plutôt dans le deuxième tome qu'on en parle, mais c'est vrai que ça pose question parce que on se dit, c'est NHI. C'est d'après tout ce qui a été dit et d'après mes propres expériences, savent lire nos pensées, ils savent anticiper aussi nos mouvements, etc. Il y a quand même une intelligence derrière. Et en fait, pourquoi collaborer avec des militaires qui, au fond, vont utiliser la rétro-ingénierie, donc utiliser ces matériaux, finalement, à des fins militaires plutôt que pour le bien commun. Donc ça fait se poser des questions. Voilà. Effectivement, et on va étudier quelques pistes, dont une sur l'IA que tu présentes, Daniel, qui est fascinante, mais je dois dire que là, il va falloir qu'on passe un petit quart d'heure là-dessus. Pour revenir à cette question-là, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les journalistes qui sont censés être indépendants, ne pas être sous tutelle, font un blocage et n'investiguent pas sérieusement sur les déclarations des lanceurs d'alerte pour corroborer ou infirmer leurs dires? Daniel, peut-être? Je pense qu'on a quand même accès à pas mal d'informations. Alors, il y a les médias officiels, bon, on les connaît en France. En France, les médias officiels ne prennent pas de risques et abordent très rarement la question des ovnis. Par contre, bon, il y a plein de sites internet, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein d'autres de magazines, et je crois que on peut avoir accès à beaucoup d'informations, hein, notamment en provenance des États-Unis. Mais en France, il y a une frilosité, on va dire, des médias. Et ça remonte, moi je me souviens, bon, j'en parle pas dans mon livre, mais lorsqu'avait été publié en 1999 le rapport Cometa, qui est quand même un rapport qui est une bombe hein, au niveau de l'ufologie, parce que c'est un rapport qui a été rédigé par d'anciens ingénieurs de l'armement, des généraux, enfin des scientifiques. Ce rapport aurait dû être une bombe médiatique. En France, je crois qu'il y a eu un seul journal qui en a parlé. Je me souviens, je crois que c'est l'Express qui avait fait un entrefilet, mais sur le mode dérisoire. Hein, des généraux s'intéressent aux extraterrestres et aux petits hommes verts. Enfin, ça avait été ça à peu près. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y ait une chape de plomb et qu'on interdise la divulgation de certaines informations? Je pense que c'est possible. Ça reste un sujet. La question des ovnis ou des UAP, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement sensible. Et à un certain niveau, on empêche l'information de circuler. Et ça empêche les journalistes de faire leur boulot. Comme tu dis très, très justement, Guillaume, sur certaines affaires, les journalistes ont accès à des tas d'informations, on a accès à des témoignages, etc. C'est publié dans la presse, il y a des tas de bouquins. Mais là,
il semblerait qu'il y ait une espèce de D'omerta. de chape de plomb sur ce sujet. Cela dit, j'aime bien contrebalancer pour dire que il y a quand même énormément d'informations qui paraissent. Bon, actuellement, là, en ce qui concerne les ovnis, il y a plusieurs livres extrêmement intéressants. Il y a, comment il s'appelle, Maisonneuve, qui a publié un livre qui est très intéressant. Bon, il y a Imminent de Louise Elizondo. Enfin, voilà. Donc, on a quand même accès à de l'information. Après, je rajouterais juste une petite chose. Je pense aussi que, comme il y a eu un travail de sape, faut le dire, au niveau de l'ufologie pendant des années, ça a été décrédibilisé pendant des années, ce qui fait que ça crée aussi une confusion auprès des journalistes et ils savent pas forcément comment aborder le sujet sans se retrouver face à des problèmes vis-à-vis de leur patron ou autre. Je sais pas, mais je pense que il y a aussi eu ce travail de décrédibilisation du sujet, de moquerie du sujet aussi. Donc c'est très délicat pour eux. Et puis comment aborder le sujet? C'est James Fox qui l'explique. C'est ce que je dis dans le livre. C'est lui-même qui explique qu'en fait c'est compliqué pour un journaliste d'aborder ce sujet. Voilà. Ils savent pas forcément par où commencer. Il faut connaître le sujet en plus. Il faut connaître le début. Il y a tellement d'éléments, tellement d'histoires derrière tout ça que le journaliste qui veut s'y intéresser, il faudrait qu'il passe quelques années pour se forger déjà une culture UFO voilà, qui lui permette d'avoir un peu de recul et de voir le puzzle de manière plus globale et pas sous un seul angle. Voilà, c'est ça. Et c'est la complexité du sujet qui rend la difficulté d'en parler, je pense, pour les journalistes aussi. Oui. On parlait des déclarations de Haïm Eshed sur une fédération galactique, sur une activité, que je parlais tout à l'heure de Star Wars, on est là-dedans. Il y a des déclarations notamment de Al Puthoff, moi et mon anglais, qui déclare qu'on a déjà découvert les technologies rendant le voyage spatial possible. Quand on entend ce genre de choses, on se dit d'une, nous, en tant que public, on est totalement largués et désinformés des capacités technologiques de l'humanité. Et de deux, on se dit ça peut peut-être aller dans le sens d'interaction. Parce que l'argument qui est souvent opposé par les sceptiques, c'est leur droit, mais c'est de dire non mais arrêtez, les distances sont tellement énormes que même s'il y avait des vies extraterrestres, il n'y aurait jamais aucun contact possible avec ces vies-là. Là, il y a des gens comme Puthoff qui font des déclarations qui vont à l'encontre de ça, qui nous disent non, nous on maîtrise déjà. Est-ce que vous pensez déjà tous les deux que c'est vrai et que les programmes secrets ont permis de développer des technologies rendant les voyages spatiaux, enfin en tout cas les voyages galactiques possibles? Et est-ce que ça vous semble crédible tout ça? Le maîtriser, on n'est pas sûr à 100% puisqu'il n'y a pas de preuves officielles. Par contre, en théorie, oui, puisqu'on sait qu'au sein du programme ASAP, comme l'a déclaré Eric Davis, un des scientifiques qui a travaillé dans ASAP, avec Al Puthoff, ils ont étudié notamment le Skinwalker Ranch avec Dr. Lakatsky, Dr. Cam Kelleher, le Skinwalker Ranch donc qui avait été racheté par Bigelow Aerospace, Robert Bigelow. Et donc à partir de là, on sait déjà qu'ils travaillent sur des moteurs parce qu'ils avaient reçu 38 rapports. Et sur ces 38 rapports, donc ils devaient aussi les analyser, les comprendre et éventuellement les compléter. Et on sait qu'ils travaillaient sur des moteurs à distorsion interdimensionnelle. Donc déjà là, on se dit tiens, ils travaillent sur ce genre de choses, donc interdimensionnel. Puis ensuite, on peut faire un recoupement avec le fait que aussi David Grush parle d'être interdimensionnel. La républicaine Luna, l'avait dit aussi. Elle avait trouvé ce terme extrêmement intéressant. Donc on sait qu'ils travaillent en tout cas sur ce type de technologie, sur l'antigravité, il suffit de voir un petit peu les déclarations qui ont été faites par Eric Davis justement, qui est, que je le rappelle, consultant, qui a des hautes habilitations et qui peut entrer dans les services de renseignement comme il veut. Il fait partie de ces programmes. Et avec Al Puthoff et d'autres. Et donc effectivement, ils ont accès à un savoir technologique. Maintenant, est-ce qu'ils la maîtrisent?
D'après Eric Davis, il pense pouvoir maîtriser un engin comme un tic-tac, par exemple, comme le fameux tic-tac qui aurait été vu en 2004, donc au-dessus des limites. Il pense pouvoir le mettre en place à partir de 2050, d'après ce qu'il dit. Donc, ça reste des projections, mais ça nous fait dire que notre génération, si on arrive à vivre jusque-là, pourrait voir ce type d'engin fonctionner, et ça ne sera plus de la science-fiction. Oui. C'est quand même assez... je reviens sur Haïm Eshed. C'est quand même quelqu'un qui dit que actuellement, en 2025, il y a des bases sur Mars et que ces bases sont habitées par des êtres humains. Bon, quand on voit les difficultés que Elon Musk a à faire décoller sa fusée, le Starship, qui a explosé là, dernièrement, oui. Et son ambition, c'est d'aller sur Mars, de coloniser Mars et d'installer une colonie sur Mars, on nous dit, et c'est pas n'importe qui, comme l'a dit très justement Sarah, on nous dit qu'il y a déjà des humains sur Mars. Alors on dit, mais on en est où là actuellement? Est-ce qu'on est déjà sur Mars? Est-ce qu'on s'apprête à aller sur Mars? Et on a des informations qui sont complètement contradictoires. Sauf à supposer que tout ce qu'on nous dit dans les médias, tout ce qu'on nous raconte à la télévision, tout ce que nous dit la NASA, les programmes de la NASA, c'est bidon. Et qu'en fait, il y aurait des programmes secrets extrêmement avancés et qu'on aurait déjà à notre disposition une technologie extrêmement performante. Alors, comment trancher? Moi, personnellement, j'en sais rien. Par contre, je suis assez sceptique concernant l'idée qu'on serait déjà capable de voyager dans l'espace et de rejoindre d'autres planètes ou d'autres galaxies. Là, je suis un petit peu sceptique. Mais bon. Oui, on a l'impression, à travers ces discours-là, qu'on aurait en fait deux humanités. Une qui vit à l'âge de pierre, nous et certains de nos représentants politiques, et puis une humanité cachée, élitiste, qui elle aura accès à la vérité de notre place dans l'univers. On est entre les écrits de Michael Salla, qui est un auteur qui fait de l'ufologie lui aussi, mais qui est à l'extrême dans le panel ufologique, c'est-à-dire qu'on est dans une ufologie de plus que de spéculation, on est dans la science-fiction totale, même si moi je suis mal placé pour dire s'il dit la vérité ou pas, je ne me prononce pas, mais en tout cas on a l'impression d'être là-dedans. Et à côté de ça, on a des représentants, parlons des États-Unis, parlons d'Elon Musk qui avait une place en plus politique jusqu'à très récemment, parlons de Donald Trump. On a l'impression que ces gens-là, eux, ne sont au courant de rien. Et que dans les déclarations que j'ai pu voir de Trump et Musk, le sujet UFO, ils sont OK pour divulguer. C'est les premiers à dire qu'il faut divulguer, mais ils n'y prêtent pas forcément beaucoup d'attention et ils n'accordent pas leur foi dans ce dossier-là. Comment expliquer que des hauts représentants de la démocratie américaine soient totalement largués sur ces points? Déjà, un président américain, il n'est pas élu longtemps, 4 ans, puis éventuellement s'il fait un deuxième mandat, 8 ans. Donc pourquoi lui donner plus d'informations puisqu'il il va pas rester éternellement au gouvernement. Donc on va plutôt lui donner des informations, on va dire le minimum d'informations sur le sujet. Le need to know. Voilà, le need to know, exactement. C'est-à-dire on vous donne si vous avez besoin dans l'exercice de votre fonction de savoir, mais sinon vous n'avez pas à savoir. Ouais, c'est ça. Et que, en fin de compte, après ça, je pense que Elon Musk, il est possible qu'il en sache un peu plus. Du moins, on sait qu'il y a des personnes qui travaillent au sein de ses équipes qui sembleraient en savoir plus. Comme par exemple, le contrôleur de lancement Tim Taylor, qui pour moi est un véritable point d'interrogation. Pour l'instant, j'ai fait beaucoup de recherches sur lui parce que il est surnommé le dragon et il travaille chez SpaceX justement. Et il a des habilitations absolument incroyables. Et donc lui, il m'intrigue énormément. J'en parle un petit peu dans le livre d'ailleurs, avec le témoignage de Chris Bledsoe. Mais voilà, c'est quelqu'un d'assez étonnant. Comme je le dis, il y a une pieuvre militaire, il y a un État dans l'État qui a ses propres agents de renseignement, ainsi que sa propre armée, et qui infiltre en fait, qui sont infiltrés absolument partout dans la Maison Blanche, etc. Généralement, ce sont des grands généraux, d'anciens généraux, etc.
Et donc ils utilisent des sociétés écrans pour faire filtrer l'argent. Donc ils vont proposer au Congrès de financer tel ou tel programme. Et puis ils vont surtout ne pas donner trop d'informations sur le sujet. Et en fin de compte, l'argent va filtrer au travers de ces sociétés écrans, puis va financer un complexe militaro-industriel qui, lui, va pratiquer la rétro-ingénierie, etc. Enfin, tout ça, je l'expliquerai beaucoup mieux avec Daniel dans le deuxième. Mais c'est vrai que c'est incroyable tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et un président n'est pas forcément mis au courant de tout ça, comme le Congrès d'ailleurs. Et c'est justement là tout le problème, et c'est pour ça qu'il y a ces lanceurs d'alerte aujourd'hui. C'est là qu'ils viennent faire la jonction entre ces deux univers. On parle de rétro-ingénierie, on peut imaginer que la rétro-ingénierie, elle est au moins en place depuis les années 40, et les premières récupérations d'aéronefs dits exogènes, on peut être amené à penser que en 80 années, on a fait des bonds scientifiques extraordinaires et qu'on n'est pas au courant du dixième des capacités techniques dont l'humanité est aujourd'hui capable suite à ces rétro-ingénieries. Encore une fois, c'est un argument qui pourrait prêcher dans le sens de, contrairement à ce que disait Daniel tout à l'heure, on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on croit en termes de voyages interspatiaux, etc. Sur ces aéronefs, vous le dites dans le livre, il y a ce qu'on y trouve, qui est intéressant, sur ces ovnis récupérés. Ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est ce qu'on n'y trouve pas. C'est-à-dire que moi, demain, je vois une soucoupe volante s'écraser dans mon jardin. Je vais m'attendre à trouver plein de boutons, des tableaux de bord, comme dans nos aéronefs les plus sophistiqués. Et apparemment, il semblerait, d'après les déclarations de lanceurs d'alerte, que dans ces aéronefs, on ne trouve que très peu de choses. Comment on l'explique ça, Daniel, et qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, oui. Alors, il y a un livre qui est très important, c'est le livre qui a été écrit, enfin, qui a été inspiré par Philippe Corso, le lieutenant-colonel Philippe Corso, qui est décédé, qui s'appelle Roswell le jour d'après. Et là, il décrit par le menu ce que on a trouvé dans l'épave récupérée à Roswell. Et effectivement, c'est assez surprenant parce que finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de manette, il n'y a pas de guidon, de volant, il n'y a pas de système de contrôle. L'intérieur semblait assez vide. Il y avait des sièges. Il y avait aussi des espèces d'échancrures sur les poignées des sièges, comme si les entités qui pilotaient ce vaisseau devaient mettre leurs mains dans ces échancrures. On a retrouvé aussi des bandeaux à l'intérieur de ces vaisseaux, et des bandeaux que devaient certainement mettre autour de leur crâne les entités qui pilotaient l'OVNI. On n'aurait pas retrouvé de moteur, on n'aurait pas retrouvé de carburant, de comburant, d'oxygène ou de système respiratoire, d'évacuation des déchets, d'eau, etc. Enfin, c'était vraiment, ça semblait minimaliste, en apparence. Parce qu'en fait, ces vaisseaux contiennent toute leur technologie semblerait être dans la coque du vaisseau en quelque sorte. C'est la coque du vaisseau en lien avec le pilote, l'entité qui pilote l'OVNI, qui ferait fonctionner l'engin. Alors à partir de là, on ne peut émettre que des hypothèses. En tout cas, bon, il semblerait que ça relève d'une technologie qui quand même nous dépasse complètement. Alors est-ce qu'on a vraiment compris comment fonctionnait un disque volant? Parce qu'on peut aussi imaginer, bon, il y a plusieurs types d'OVNI et d'UAP. Hein. À Roswell, on aurait récupéré un disque. Mais un disque, il y a aussi maintenant les tic-tac, il y a les triangles. Il y a des vaisseaux qui sont beaucoup plus importants. Donc, est-ce qu'on aurait compris vraiment le fonctionnement des disques volants? Peut-être en partie, mais peut-être pas totalement. Parce que moi, je pense, alors c'est une des hypothèses que je formule dans mon livre, en fait, l'OVNI agit à plusieurs niveaux de réalité. Il agit, enfin, il fonctionne à la fois au niveau matériel, je dirais, au niveau physique, tôle et boulon,
mais en même temps, il peut fonctionner au niveau psychique, hein, ce qu'on appelle les énergies subtiles, et peut-être même à un niveau supérieur. Donc, tant que nous, on n'aura pas maîtrisé tous ces niveaux de réalité, matérielle, taux les boulons, psychique, voire spirituel, pourquoi pas, eh ben, on ne pourra pas faire fonctionner ces engins. C'est des engins qui fonctionnent avec aussi d'autres énergies que les énergies que nous, on utilise sur Terre. Donc, ça nous ouvre des portes absolument extraordinaires hein, sur la façon dont fonctionnent ces vaisseaux. Hein. Et j'ajouterais que, pardon, dans le livre de Luis Elizondo, en fait, dans Imminent, il explique ça à un moment donné, qui rejoint d'ailleurs, c'est Al Puthoff qui l'explique, il a fait des recherches à ce niveau-là, et ça rejoint la théorie de Philippe Diamant aussi, parce que il parle d'une bulle, en fait, d'une bulle qui entoure l'objet, mais dans la bulle, c'est pas du tout le même temps que le nôtre, en fait. C'est une autre réalité qui est générée, et je trouve ça assez fascinant quand même. Et qui expliquerait le fameux effet Ose, notamment, que subissent les observateurs quand ils sont dans un rayon très proche du phénomène observé. Tout à fait. Dans son livre Imminent, Lou Elizondo explique très bien, enfin c'est plutôt Al Puthoff qui l'explique, que l'OVNI est capable de créer une déformation locale de l'espace-temps. Donc, comme s'il était dans un autre univers. Ce qui expliquerait le fait, par exemple, que on a observé des ovnis qui rentraient dans l'eau, et lorsqu'ils rentrent dans l'eau, ça ne fait pas d'éclaboussures et ça fait pas de vagues. C'est quand même assez étrange. Bon, nous, quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des vagues, il y a une onde. L'ovni rentre dans l'eau, paf, et l'eau reste coupée. On a l'impression qu'ils sont dans un autre univers, qu'ils sont pas tout à fait dans le même univers que nous. Ça, c'est extrêmement étrange, mais on a du mal à l'expliquer. Hein. Je pense que nos théories physiques sont pas encore à niveau pour pouvoir expliquer la technologie utilisée par les ovnis. C'est-à-dire que peut-être que techniquement, technologiquement, et d'un point de vue mental et déductif, on arrive à comprendre des choses. Tu parlais tout à l'heure d'un deuxième niveau, psychique, voire spirituel. Et là, on serait peut-être très très loin du niveau de nos visiteurs pour espérer comprendre et faire marcher leurs machines et les reproduire. Puisque ces machines, en fait, sont des machines directement connectées à ce qu'on pourrait appeler nos consciences, et ça donne d'autant plus de poids du coup à cette école. Tu le sais, Daniel, moi c'est vraiment la branche de l'ufologie, en tout cas francophone, puisque n'étant pas bilingue, c'est celle que je suis attentivement, les Fabrice Bonvin, les Philippe Guillemant, Philippe Solal, etc., des gens qui pour moi sont des précurseurs et ouvrent une brèche passionnante pour comprendre l'ufologie, qui est une ufologie de la conscience et qui n'est pas simplement une ufologie de la technique et de la technologie. Ouais. Alors, juste un petit point, je pense que ces deux perspectives ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'aspect technologique, bon, est pour moi aussi très important. C'est quand même des engins qui ont été récupérés, c'est des engins qui sont matériels. Il y a quand même une certaine technologie à l'intérieur. Mais c'est une technologie qui intègre d'autres paramètres et d'autres dimensions de la réalité. Nos scientifiques occidentaux modernes sont des scientifiques matérialistes, c'est-à-dire qui raisonnent en termes de machines, de carburant, il faut que ça explose, il faut qu'il y ait une réaction, enfin tu vois. Et les ovnis ne fonctionnent peut-être que sur des principes qui sont totalement différents de nos principes à nous, tu vois. Bien sûr. Quand on parle de technique et de technologie, il y a l'apparition, là, pour le coup, pour nous humains, de ce qu'on appelle les métamatériaux qui sont développés de plus en plus performants. Est-ce que dans ces ovnis, on retrouve ce concept de métamatériaux? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, Daniel, qu'est-ce qu'un métamatériau pour que nous tous, on soit un peu plus cultivés sur le sujet? Alors, je suis pas un scientifique, expert des métamatériaux, mais les métamatériaux, c'est des matériaux qu'on trouve pas dans la nature et qui ont des propriétés très particulières. Et surtout, ce qui compte dans les métamatériaux, c'est la façon dont sont agencés les atomes et les molécules. C'est plutôt leur configuration géométrique qui est très importante dans les métamatériaux. Et effectivement, à Roswell, lorsqu'on a commencé à étudier la coque de l'engin, du disque,
on s'est aperçu que l'engin était fabriqué principalement à partir de métamatériaux avec des propriétés quantiques extrêmement curieuses, extrêmement bizarres. Donc, dans le livre, là, j'explique les différents types de métaux et de matériaux métamatériaux qu'on aurait récupérés. Et ces métamatériaux, justement, seraient la base qui permettrait à l'OVNI de déformer l'espace-temps autour de lui. C'est à partir de ces métamatériaux que nous, on est quasiment incapable de reproduire sur Terre. C'est quelque chose que notre technologie est encore quasiment incapable de reproduire. Donc ces métamatériaux sembleraient avoir une importance extrême dans la conception et le fonctionnement des UAP. Dans le livre, vous parlez notamment de ces compositions de coques d'OVNI où il y aura des couches superposées de bismuth, de magnésium, de zinc. Donc on est dans des choses très complexes et des assemblages de métamatériaux pour que d'un point de vue technologique, ça permette les prouesses qu'on prête c'est la façon dont ces matériaux sont assemblés, c'est la géométrie de ces matériaux. Et c'est la superposition, alors c'est quelques millimètres, hein, c'est vraiment très très fin, la superposition particulière et la densité de ces couches qui donnerait les caractéristiques de ces vaisseaux, et qui permettrait les performances de ces vaisseaux. Ouais. Donc c'est une technologie qui est extrêmement pointue, extrêmement pointue. J'aimerais revenir sur un point parce qu'on ne peut pas passer à côté et j'en profite parce que Sarah, toi tu nous as dit être en contact avec l'épouse de Lou Elizondo, donc tu as certainement eu des retours là-dessus puisqu'on l'a cité déjà pas mal de fois sans ce début d'émission et on ne peut pas passer à côté. Lou Elizondo, c'est un des personnages centraux de cette grande scène de théâtre qu'on est en train de vivre depuis 7-8 ans. Et récemment, Lou Elizondo, il y a quand même eu ce que j'appelle des ratés, notamment cette intervention, je ne sais plus dans quel cadre, mais où il présente officiellement une photo qui lui a été communiquée peu de temps avant, prétendument d'un ovni. Il s'avérait qu'on n'était pas du tout face à la photo d'un grand ovni rond au-dessus d'un champ, mais on était sur la photo de cercles dans des champs liés à une activité agricole. Bref, il s'est pris les pieds dans le tapis sur ses déclarations. Ça lui est arrivé 2-3 fois de faire ce genre d'erreur. Comment nous, public, on peut analyser ce type d'erreur qui vient grandement remettre en question la crédibilité de Lou Elizondo? Et pourtant, on avait tous envie de le prendre très au sérieux, ce monsieur. Comment toi, tu analyses ça? Et est-ce que peut-être tu as des infos, notamment sur la manière dont lui et son entourage vivent ce genre de répercussions sur les erreurs qu'il commet dans ses déclarations? Oui, alors après, le fait d'être en contact avec eux ne fait pas de moi quelqu'un qui croit tout ce qu'ils me disent non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des agents du renseignement, d'anciens agents du renseignement et possiblement encore agents du renseignement à l'heure actuelle. Et comme il le dit, il est patriote, donc il continue à travailler pour son pays si on le lui demande. Donc ensuite, concernant ces erreurs, c'est assez surprenant. C'est surprenant parce que c'est quand même quelqu'un qui était chargé, avant de rentrer dans le programme ATIP, il était déjà chargé d'analyser des rapports, d'analyser des photos justement et des vidéos concernant des objets potentiellement ennemis. Donc venant de lui, c'est très surprenant. Après, l'erreur est humaine. Faut pas oublier qu'on a affaire à des humains aussi, hein, que ce soit des agents du renseignement hyper expérimentés ou pas. C'est bien de le rappeler, ouais. Faut pas oublier que ils peuvent aussi faire des erreurs. Il l'a expliqué. Bon, il a dit qu'il était un petit peu stressé ce jour-là. Il était en pleine activité. Enfin, tout se faisait très rapidement. Il a eu un coup de téléphone. L'autre lui envoie cette image. Il se dit je vais pouvoir l'inclure, etc. Il fait confiance. Bon, on peut pas exclure l'erreur humaine, on va dire. Maintenant, c'est vrai que venant de sa part, il faudrait qu'il fasse un peu plus attention parce que il peut pas faire ce genre d'erreur normalement. Parce qu'alors dans ces cas-là, quel genre d'agent du renseignement il était, ne serait-ce qu'à type lorsqu'il devait différencier des objets non humains à des objets
et demi en fait. Mhm. Donc oui, ça pose question. Mais j'ai pas plus de renseignements à ce niveau-là. Après, D'accord. il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi. On sait aussi qu'il y a une divulgation qui se veut graduelle, diffuse et pas frontale. Donc, est-ce que c'est une manière aussi de temps en temps dire une vraie info, puis ensuite une désinfo pour garder cet équilibre? Je sais pas. C'est compliqué. Ça, Je suis pas dans le secret des secrets non plus, quoi. j'imagine. Euh, Justement, cette campagne de divulgation, elle n'est pas née d'initiative personnelle. C'est-à-dire Non. que David Grush, Louis Elizondo se sont pas levés un matin en disant allez, je démissionne de mes fonctions dans les plus hautes instances du gouvernement américain et je vais faire des interviews à la télé, je vais aller témoigner et raconter tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières ou ces 20 dernières années. C'est hyper structuré. Il y a une machine en marche derrière cette divulgation. Euh, Tous les deux, quel visage vous donnez à cette machine en marche? Est-ce qu'on est face à des gens qui sont des agents, je parle de Grush, Elizondo et toutes ces personnes-là, qui sont encore des agents en fonction pour des officines ou pour le gouvernement américain et qui contribuent à informer et à désinformer et du coup à maintenir une attention sur le sujet OVNI alors peut-être qu'il viserait à détourner l'attention sur d'autres sujets. Est-ce qu'on est sur un truc machiavélique? Est-ce qu'on peut encore garder cette option de se dire on est vraiment sur un enfumage comme on en a rarement vu et en fait quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. Euh, Vu les menaces que certains ont vécues, je pense qu'il n'y a pas trop. Il peut y avoir de la désinformation, évidemment. Hein, ça, on l'a connu pendant tout le long de l'histoire de l'ufologie. Hein, depuis quand on connaît l'histoire, on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de divulgation et à chaque fois, c'était retombé. Sauf que là, ça fait plus de 8 ans. Donc on se dit, il y a une véritable volonté de vouloir divulguer. Maintenant. Qu'est-ce qui pousse à la question? C'est surtout ça la question. Qu'est-ce qui a fait qu'ils veulent absolument divulguer maintenant? On sait que ça a été programmé. C'est une divulgation qui est programmée par un groupe de personnes telles que Christopher Mellon. Il y avait Tom DeLonge au départ, c'était son idée. Il avait élaboré en fait un document qui permettait une divulgation diffuse justement non frontale et tout ça a été préparé en amont puis ensuite ils ont finalement repris ces idées puis ils les ont élaborées, ils se sont regroupés entre eux et ils ont décidé de procéder de manière stratégique, mais il y a des ratés. Il y a des ratés, comme dans tout plan, il y a toujours des ratés, quoi, en fait. Hein. Donc, mais oui, c'est orchestré. D'accord. Oui. Euh, Vas-y Daniel, on t'écoute. oui, pour compléter ce que dit Sarah, oui, effectivement, Guillaume, tu poses vraiment la bonne question. La bonne question. Je te remercie. Et ça, moi, je me la suis posée dès le départ. Je me suis dit, est-ce que tout ça, c'est orchestré? Est-ce que c'est presque de l'ingénierie sociale? Mhm. Est-ce qu'on nous dit, on nous donne des miettes en attendant de nous en dire un petit peu plus? Moi, c'est une question qui m'a taraudé. Mais quand je regarde le profil des lanceurs d'alerte, hein, surtout depuis 2017, et bon, Louise Elizondo, j'ai lu son livre, Sarah est en contact avec son épouse, je pense que ce sont des gens qui sont sincères, qui sont intègres et sincères. Alors, est-ce que ces gens-là sont manipulés? Peut-être, peut-être. Après, le processus de la divulgation, c'est un processus qui s'étale dans le temps. Hein. C'est pas, on va faire des révélations et puis après c'est terminé. Hein. C'est quelque chose qui est graduel, qui est peut-être fait de façon homéopathique pour habituer les populations peut-être à l'idée que notre planète est visitée par des intelligences extraterrestres, que on a récupéré des engins, que on a peut-être été en contact avec des entités extraterrestres, etc. Je pense que derrière tout ça, il y a peut-être, je dirais, un agenda ou un plan, avec des ratés d'ailleurs, hein, peut-être qu'il y a des hauts, des bas,
et puis tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la révélation. Donc je pense que c'est pas au tout blanc ou tout noir. Je pense qu'on est plutôt dans des zones grises avec des terrains qui sont mouvants. Donc il peut y avoir des choses extrêmement positives, il peut y avoir des retours en arrière, on peut freiner, on peut accélérer, tu vois. C'est pas quelque chose qui est forcément homogène, la révélation, hein. C'est pas quelqu'un qui a dit bon maintenant on va faire la révélation, il y a un plan, ça va se dérouler tac 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 avec telle ou telle étape. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et on dit souvent que c'est un processus qui peut-être se fera sur plusieurs dizaines d'années. En tout cas, il y a peut-être un objectif, il y a certainement un objectif, et je pense que depuis 2017, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression que, parce que même des agences comme la NASA s'est mouillée, hein. En 2017, la NASA a réuni un panel de 16 scientifiques, elle a projeté des vidéos, et elle a dit qu'elle allait analyser ces vidéos et qu'elle publierait les résultats. Bon, on attend toujours les résultats de la NASA. Avec la NASA, on attend souvent, il y a des déclarations, et puis c'est rarement suivi de fait. Mais bon, que la NASA, pour moi, c'est une première. Hein. C'était vraiment une première. La NASA a réuni des scientifiques de très haut niveau qui ont planché sur la question des ovnis. La NASA. Bon, ça pose question. J'ai l'impression qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans la coulisse et qui venait probablement des visiteurs et que les autorités, les agences, le renseignement, les militaires ont été peut-être obligés de révéler certaines informations. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est pour ça qu'on a l'impression que depuis 8 ans, comme le dit Sarah, on a l'impression que les choses s'accélèrent et qu'il y a de plus en plus de révélations. C'est une divulgation en marche forcée. C'est une divulgation, oui. On assiste à un phénomène quand même assez étrange. Hein. Pour l'instant, il y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de, je dirais, de repos. Il y a toujours des lanceurs d'alerte qui arrivent, il y a toujours de nouvelles révélations qui arrivent. Donc, on est sur une dynamique. J'ai l'impression qu'on est sur une dynamique qui va nous mener où? J'en sais rien. On verra. Il y a apparemment une fin, puisque Colonel Nell disait que c'était la divulgation serait jusqu'en 2030. Oui. Depuis, on n'en a pas parlé. Mais alors, il y a une échéance. Est-ce que peut-être il y a une date butoir qui a été fixée? On ne sait pas. Et que avant d'arriver à cette date butoir, il faut qu'il y ait certaines choses qui soient dites, parce qu'il pourrait se produire quelque chose à une certaine date. C'est tout à fait possible. Oui. Alors là, on spécule, mais effectivement, c'est une hypothèse qui tient la route. En parlant d'hypothèse et de théorie, on va se prendre un petit moment maintenant pour développer une théorie que tu présentes. Je crois que c'est toi, Daniel, qui la présente dans l'ouvrage, au sujet de l'IA. Et ça démarrait dès Roswell. Déjà, dans le livre, tu fais la distinction de ce qu'on appelle une IA faible, qui sont les IA qu'on utilise, nous, au quotidien, pour ceux qui utilisent l'IA, ChatGPT, ce genre de choses, qui sont des agents conversationnels qui vont collecter de l'information, la synthétiser, nous la restituer, et ce qui serait des IA fortes. Qu'est-ce qu'une IA forte déjà? Est-ce qu'on est face à des technologies dotées de conscience? Alors pour l'instant, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Bon, on voit depuis novembre 2022, c'est la date où est sorti ChatGPT, enfin la première version de ChatGPT. Déjà, ça a été une révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle. ChatGPT nous a complètement étonnés, nous a bluffés. Et là, on en est à la 4e version de ChatGPT. Et franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Toutes les personnes qui utilisent ChatGPT sont bluffées par son niveau de, comment dirais-je, d'analyse, la rapidité avec laquelle elle est capable de rendre des informations, d'analyser des situations, de faire des rapports, de faire des commentaires, des résumés, d'écrire des textes. C'est vraiment, on est en plein dans la révolution de l'intelligence artificielle. Alors une intelligence artificielle forte, ça serait une intelligence artificielle qui dépasserait de loin l'intelligence humaine et même toutes les intelligences humaines de la planète. C'est-à-dire que ça serait une intelligence qui serait des milliers, voire des millions de fois supérieure à l'intelligence humaine.
Alors, est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'on va y arriver? C'est une question que je pose dans le livre et j'émets une hypothèse parce que il y a forcément un lien entre l'intelligence artificielle et les ovnis. Parce que si on remonte, comme tu l'as dit, au crash de Roswell, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le disque récupéré à Roswell? Et ça, c'est Philippe Corso qui le dit dans son livre Roswell le jour d'après. On aurait récupéré des galettes de silicium. Des galettes de silicium. Et sur ces galettes de silicium, lorsqu'on a commencé à étudier ces galettes de silicium, l'armée, parce que c'est l'armée qui a récupéré ces galettes de silicium, lorsqu'on a récupéré ces galettes de silicium, on a vu qu'elles étaient composées il y avait des microprocesseurs sur ces galettes de silicium. Donc forcément, les militaires n'ont pas tout de suite compris ce que c'était que ces microprocesseurs, mais bon, ils les ont étudiés, ils les ont analysés, et en fait, on s'aperçoit que ce qu'on appelle l'ère numérique actuelle, bon, les ordinateurs, Internet et maintenant l'intelligence artificielle pourrait avoir son origine dans la récupération de galettes de silicium qui ont été effectuées à Roswell ou peut-être sur d'autres crashs. On parle beaucoup de Roswell, mais il y a, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, il y a au moins une dizaine, une quinzaine de crashs et on a récupéré des engins et peut-être d'autres galettes de silicium. Donc moi je me suis posé la question de savoir, alors c'est une hypothèse, c'est une hypothèse. Est-ce que le crash de Roswell ou le prétendu crash de Roswell n'était pas une espèce de cadeau que nous aurait fait une civilisation extraterrestre qui elle-même serait une intelligence artificielle. Elle nous aurait fait ce cadeau pour nous inciter justement à développer cette intelligence artificielle. Et alors, je développe cette hypothèse en 11 petits chapitres dans le livre. Et peut-être que, alors c'est une hypothèse osée, je l'avoue, mais qui tient la route. Pas nulle, qui tient la route. Qui n'est pas nul. On s'est peut-être en train d'assister à l'invasion de notre planète par une intelligence artificielle d'origine extraterrestre. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette hypothèse. Il y a des chercheurs très sérieux, dont je cite les travaux dans mon livre, qui se sont posé la question. Ils se sont dit, si on rencontrait une intelligence extraterrestre, est-ce que cette intelligence extraterrestre serait biologique ou artificielle? Et ils ont émis l'hypothèse qu'il y aurait beaucoup plus de chances qu'on rencontre une intelligence extraterrestre artificielle, c'est-à-dire une IA, comme celle qui est en train de se développer sur notre planète, plutôt qu'une intelligence extraterrestre biologique. Donc à partir de ces travaux, je me suis quand même posé la question, je dis, est-ce que nous, on n'est pas peut-être en train de vivre ça en ce moment? Parce qu'on voit que on rentre dans une civilisation de l'intelligence artificielle et on y rentre un peu à marche forcée, c'est-à-dire que on met de l'intelligence artificielle partout, dans nos smartphones, dans les télévisions, dans les voitures, partout il y a de l'intelligence artificielle. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous force à rentrer dans cette civilisation de l'intelligence artificielle? Quel est l'objectif qui peut-être se cache derrière ça? Donc derrière ça, en fait, sur Roswell, on a eu à faire une sorte de cheval de Troie. Exact. On fait rentrer la technologie dans nos vies, et cette technologie va tous nous interconnecter via l'intelligence artificielle. Et pour résumer ce que tu disais, une intelligence exogène qui, elle, aura peut-être des millions d'années d'avance sur nous, sera déjà passée à ce stade dans son évolution de l'intelligence artificielle, et donc nous envahirait par ce biais, en tout cas intégrerait à nos vies et peut-être en prendra le contrôle par ce biais-là. Moi, ça me fait penser, Sarah, aux propos de Jacques Vallée à EcoEvent lors de la séance de questions. Quelqu'un avait interrogé Jacques Vallée sur Roswell et le crash. Comment se faisait-il qu'une hyper-technique arrive à se crasher dans le désert américain? Et Jacques Vallée avait émis l'hypothèse qu'on avait affaire à un cadeau. Empoisonné, mais un cadeau. Oui. Exactement.
En fait, justement, je voulais rebondir sur ce que disait Daniel, parce que j'ai moi-même eu des informations de par certaines personnes dont je tairai le nom, parce que bon, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit en privé. Mais effectivement, il serait question à l'état subatomique, dans ces matériaux récupérés, d'une IA extrêmement, mais alors vraiment extrêmement avancée, hein, rien à voir avec la nôtre, et qu'effectivement découlerait de là l'IA actuelle, comme l'a bien expliqué Daniel. Et c'est vrai que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez étrange qu'on ait des intelligences non humaines qui sachent lire nos pensées, qui connaissent les intentions de nos armées, et ils vont faire de tels cadeaux. Parce que Jacques Barber ou d'autres encore, d'autres lanceurs d'alerte ont parlé de cadeaux. Gary Nolan aussi. Il n'y avait pas juste des crashs. Parfois, ils ont récupéré des engins totalement intacts, d'après leur dire. Donc à partir de là, pourquoi faire de tels cadeaux, si ce n'est pour justement faire rentrer cette technologie dans notre civilisation, de faire en sorte qu'elle se mette en place dans nos maisons, au sein de nos maisons. Et c'est vrai que quand on voit qu'en Chine, par exemple, il y a 43 villes qui sont complètement connectées, c'est-à-dire que si jamais un voisin fait quelque chose de mauvais, c'est-à-dire qu'il fait tomber un papier dans la rue, etc., tout ça, il va se retrouver sermonné, enfermé chez lui, isolé des autres, etc., tout ça par le biais numérique. En fait, on se demande si finalement ça va pas finir par nous piéger et se retourner contre nous. Parce que c'est vrai que si on fait rentrer cette IA dans nos maisons, c'est peut-être justement dans un but de contrôle, parce qu'il faut pas oublier que toutes les technologies récupérées jusqu'à présent, elles ont surtout été utilisées à des fins militaires et non pour le bien d'autrui. Donc ça pose question. Et, tout à fait, voilà. Si on remonte un peu plus loin, excuse-moi, vas-y Daniel, je t'en prie. Oui, non, juste pour, disons, étayer cette hypothèse, déjà à l'époque de John von Neumann, on pensait que si on voulait conquérir d'autres planètes, aller sur d'autres planètes, il valait mieux envoyer des sondes automatiques et pas des êtres biologiques. Parce que envoyer des êtres biologiques, c'est très compliqué. Il faut de la nourriture, il faut de l'eau, il faut de l'oxygène, il faut tout un espace, recréer un espace vital. Alors que si on envoie une intelligence artificielle, si on envoie des machines avec des logiciels, c'est beaucoup plus simple. Ça demande beaucoup moins d'énergie et il n'y a pas tout cet environnement à recréer. D'ailleurs, John von Neumann avait inventé le concept de sonde automatique qu'on appelle maintenant les sondes de von Neumann. Et lui, il pensait que peut-être que la Terre avait été visitée et peut-être même ensemencée par des sondes automatiques. Donc ça rejoint un peu cette hypothèse que l'intelligence artificielle est peut-être venue d'une civilisation extraterrestre. Et juste un truc, c'est que Christopher Mellon, c'est justement de ça que je parlais avec lui récemment, parce que il a sorti récemment, il a fait une vidéo en fait où il parle philosophiquement du sujet et il parle justement qu'il y a possiblement une intelligence qui ait pu fabriquer des êtres, on va dire métabiologiques en fait, à la fois biologiques, à la fois biologiques et à la fois constitué d'une forme d'IA, en fait, ou qui réagirait à une IA et qui aurait été envoyé donc pour explorer différents mondes. Et à partir de là, donc ils vont explorer un monde au même titre que bon, alors ça il le dit pas, mais ça c'est ce que j'ai discuté avec lui. Au même titre que, par exemple, quand on envoie des explorateurs pour étudier une tribu, par exemple, on va vérifier donc comment est-ce qu'ils vivent, quel type d'armes ils utilisent, etc. Comment ils vont étudier en fait, et donc ils envoient comme des sondes, comme l'a dit Daniel, et c'est pour ça qu'ils seraient, parce que beaucoup de témoignages parlent du fait que les grilles, par exemple, seraient dénuées d'émotion. Alors l'IA peut comprendre l'émotion, mais ne peut la comprendre dans son intégralité puisqu'elle n'en a pas. Donc voilà, il y a tout cet aspect et il faut savoir que les hauts officiers se posent la question justement. Chris Mellon se pose la question notamment sur cet aspect-là. C'est vraiment une thématique passionnante et je pense, moi, encore une fois, et aucun de nous ne le fera aujourd'hui, ne faire une vérité de cette théorie, mais elle est tout à fait possible et imaginable, et c'est une théorie qu'on ne peut pas écarter sur
sur la raison de ces visites exogènes et sur ce qui se cache derrière. J'aimerais qu'on finisse cette émission avec 2 cas que vous présentez dans le livre. Et il y en a un qui vous concerne chacun. Il me semble qu'en tout cas, il y en a un qui a été écrit par chacun d'entre vous. Le premier cas, il nous éclaire un peu sur le lien entre ce complexe militaro-industriel et le phénomène OVNI. C'est le cas de l'affaire de Forges-les-Bains. Je crois que c'est toi, Daniel, qui la présente dans le livre. Forges-les-Bains, c'est un cas d'observation multiple. Est-ce que tu peux nous relater cette affaire déjà, par qui a été fait l'observation, où, quand et concrètement, qu'est-ce qui a été observé dans le ciel de Forges-les-Bains? Oui, alors ça, c'est une affaire qui m'a beaucoup impressionné. C'est à l'époque où j'étais président de l'association OVNI Investigation. Et c'était à l'époque où on recevait énormément de témoignages. Et un jour, j'ai reçu un mail d'une personne qui habite Forges-les-Bains. Donc cette personne, alors je ne vais pas donner le nom de cette personne, hein. Dans le livre j'utilise un pseudonyme, et cette personne m'a expliqué que un soir, alors qu'elle était chez elle, elle a vu au-dessus en face de la maison où elle habitait, sur un plateau, et sur ce plateau il y avait toutes les installations radars de la société Thales. C'est là qu'on testait les grands radars qui sont sur les bâtiments, notamment le radar Normandie, qui est un énorme radar. Donc c'est sur ce site de Thales. Alors lui, l'observateur était à Forges-les-Bains, et sur le plateau qui était en face de lui, c'est la commune de Limours. Donc il était à la limite de 2 communes. Et un soir, il a vu au-dessus de ces installations de Thales, il a vu une soucoupe qui tournait sur elle-même. Et cette soucoupe envoyait des faisceaux lumineux sur le site de Thales. Ensuite, il a vu, je crois qu'il a vu 5 hélicoptères noirs, qui ne pouvaient pas être identifiés, qui ont volé autour de cette soucoupe. Ensuite, il a vu passer un triangle. Il a vu passer un triangle au-dessus de sa maison, et qui est passé au-dessus du site de Thales. Donc ça, c'est vraiment un cas absolument extraordinaire. Et j'ai eu, alors je peux le dire maintenant, j'ai eu confirmation de ce qui s'est passé ce soir-là par quelqu'un qui a travaillé, ou qui travaillait à l'époque, au sein de la société Thales, qui m'a confirmé cette observation. Donc là, pour moi, ça a été une espèce de révélation. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Une société Thales, bon, on connaît tout ce que fait Thales dans la haute technologie, dans l'armement, dans les cartes bancaires, dans tout ce qui est vraiment technologie extrêmement pointue. C'est pas possible que la société Thales ne sache pas ce qui se passe, et que, bon, si le témoignage de la personne, ce que je viens de dire, est vrai, c'est absolument extraordinaire. Parce que, bon, en plus, sur ce site de Limours, il y a des radars. On peut aussi imaginer qu'il y a des caméras. Donc tout a été enregistré, tout a été filmé. Par contre, si on pose la question à la société Thales, bien sûr, ils vont vous dire, mais non, ça n'a pas existé, c'était pas une soucoupe, etc. Alors, ce qui est quand même assez étrange dans cette affaire de Forges-les-Bains, c'est que le témoin, je le connais bien. Hein. J'ai eu plusieurs conversations avec lui, on a échangé il n'y a pas très longtemps. Un jour, il a eu la visite de quelqu'un de chez Thales. Il y a quelqu'un qui est venu chez lui et alors il m'a expliqué, cette personne n'a pas expliqué pourquoi elle était là, mais elle a regardé chez elle et voir comment elle a fait pour voir ce qui se passait au-dessus du plateau de Limours. Donc sans autre commentaire, et puis cette personne est repartie. Donc bon, il semblerait, et ça, bon, ça, on le sait quand même depuis quelque temps, qu'il y ait une espèce alors je dirais pas de collusion, mais qu'il y ait un lien entre toutes les grandes sociétés de très haute technologie, moi je cite Thales dans mon livre, et le phénomène des ovnis. Je parle aussi de la société Lockheed Martin, qui aurait bénéficié de rétro-ingénierie, notamment pour la conception et la réalisation de SR-71 Blackbird. Le fameux Donc, Blackbird. Il y a un lien entre les deux.
Sachant que, pour que les gens comprennent bien, des sociétés comme Lockheed Martin aux États-Unis et Thales en Europe ont des partenariats. On n'est pas sur des entreprises et dans des mondes hermétiques l'un à l'autre. Il y a des connivences et on travaille main dans la main. Et en plus, sur cette affaire de Forges-les-Bains, en lien avec Thales, il y avait aussi un lien avec le plateau d'Albion, si je me trompe pas, qui est un des hotspots du phénomène UFO en France. Le plateau d'Albion qui hébergeait des sites militaires, nucléaires, donc forcément ça attire les ovnis. Mais Thales était aussi présent sur le plateau d'Albion. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Oui, bien sûr. Donc cette source-là qui travaillait au sein de la société Thales, dont je ne pourrais pas dire le nom, bien évidemment, m'a dit qu'en fait, l'endroit le plus important, c'était pas forcément le plateau de Limours, avec toutes les installations de Thales et les essais qui sont faits sur les radars. Le point le plus important, qui maintenant a disparu, c'était le plateau d'Albion, effectivement, le plateau d'Albion. Alors à l'époque, Thales ne s'appelait pas Thales, c'était Thomson TSF, je crois. Et alors on a très peu d'informations sur ce qui se passait réellement sur le plateau d'Albion. Par contre, moi j'ai retrouvé un document qui avait été publié par Feu Jimmy Guilleux dans son livre, c'était un roman vérité, et en annexe, il donnait tous les témoignages des personnes qui avaient travaillé sur le plateau d'Albion. Et il explique qu'à certains moments, il y avait des commandos qui arrivaient et qui prenaient le contrôle de la base du plateau d'Albion et qui avaient accès à tous les endroits, au système informatique, au système de tir des missiles. Et qu'ils étaient à part, ils étaient vêtus d'une combinaison noire et ils avaient sur le côté l'écusson des forces Delta, qui fait tout de suite penser aux forces Delta américaines. Donc, qui étaient ces commandos noirs qui investissaient la base du plateau d'Albion? Moi, je me pose la question. En tout cas, ils prenaient de haut un petit peu les militaires qui étaient en charge du plateau d'Albion, et on avait l'impression qu'ils rendaient des comptes à une autorité supérieure, autre que les généraux ou de l'armée française. Comme s'il y avait quelque chose au-dessus qui chapeautait toutes les armées. C'est quand même assez étrange. Ouais. Ouais. En tout cas, on a coutume de dire que... Moi, souvent, je vois dans les commentaires, sous les vidéos, dès qu'on parle ufologie, pourquoi ça se passe qu'aux États-Unis, ces histoires d'ovnis, de crash, etc. Je pense qu'en France, on a des œillères, mais vraiment, qui couvrent toute notre vue sur le sujet, mais qu'il se passe autant de choses, et ce genre de cas en est la preuve. Le plateau d'Albion était vraiment un endroit extrêmement intéressant. Ouais. Merci Daniel. Daniel. On ne sait pas tout sur le plateau d'Albion. Allez creuser sur ces dossiers-là, les Nuréens, si vous en avez envie. À mon avis, ça vaut le coup. Et l'autre affaire dont je voulais que tu nous parles, toi, Sarah, c'est une affaire dont moi, je n'avais jamais entendu parler. C'est l'affaire Holoman. C'est une affaire qui date de 1964, donc depuis le temps, elle aurait peut-être pu arriver à mes oreilles. Et moi, je l'ai découvert dans votre ouvrage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce dossier-là, s'il te plaît? En fait, ouais, l'affaire Holoman, ce qui est surprenant, c'est que le 24 avril 1964, on a l'affaire Socorro. Et à vol d'oiseau, en fait, on a ensuite l'affaire Holoman, donc sur la base d'Holoman, où il y a un essai, en fait, un test d'accélération qui est fait par l'US Air Force, et ils sont en train de filmer, en fait, ce test d'accélération. Et à ce moment-là, il y a effectivement 3 vaisseaux qui vont apparaître, et dont un qui va finir par atterrir, donc difficilement, en oscillation. Apparemment, c'est quand même assez important de le dire, parce que dans le 2e tome, j'expliquerai aussi pourquoi. Et en fait, c'est vrai que donc ils auraient atterri, et il y a des humanoïdes, des intelligences non humaines qui seraient sortis de ce vaisseau. Certains diraient que c'est de type un peu égyptien, avec une coiffe étrange, avec un petit appareil qui leur permettait de pouvoir traduire, etc. Et moi, ce que je trouve fascinant dans ce témoignage, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que ils ont fait croire à un moment donné que c'était faux, mais en fait, donc ça avait été filmé. Et à un moment donné, ils voulaient qu'on fasse
l'US Air Force le Pentagone désirait faire une divulgation sur le sujet, et comme il y avait donc un réalisateur dont là j'ai plus le nom, peut-être ce qui est pas bien grave. Emer Neger, je crois, voilà, c'est Emer Neger, il me semble, c'est un des réalisateurs à l'époque qui avait créé UFO Past, Present and Future. Je crois que c'était ça le documentaire qu'il voulait faire, et c'était sous la demande quelque part du Pentagone, dans une volonté quelque part de divulguer sur le sujet. Et il leur avait promis, en fait, le Pentagone lui avait promis ce fameux film, donc à mettre à la fin du film. Et au final, ils auraient changé d'avis, et donc il a dû faire une reconstitution pour le film documentaire. Mais ce film existerait potentiellement, et ce serait formidable si on pouvait le déclassifier. Il semblerait même qu'il soit possible, alors ça j'aimerais le demander à Jacques Vallée, qu'il ait pu le voir, parce qu'il faut savoir que c'était à la même époque où Jacques rencontrait donc pour la première fois Alan Hynek sur la base de Wright-Patterson. C'était en 1964, où il allait prendre connaissance du projet Blue Book, et notamment où il va découvrir aussi un projet parallèle, un programme parallèle à celui de Blue Book, qui est beaucoup plus contenant beaucoup plus de données finalement sur les UAP que le debunking en fin de compte qui était fait par le projet Blue Book. Et donc je me demande si Jacques n'aurait pas eu accès à ces films ou ne l'aurait pas vu, et ce serait intéressant en tout cas qu'il le déclassifie. On a tellement de questions à poser à Jacques Vallée. la liste d'émissions UFO en émission UFO, il est cité à chaque fois, et on a une liste de questions à lui poser assez incroyable. On va finir cette émission par une dernière question que je vous pose à tous les deux. On pourrait la faire durer des heures, cette émission, parce que le contenu de ce livre, là, on parlait tout à l'heure de la face émergée de l'iceberg sur le mouvement de divulgation. Cette émission ne sera que la face émergée de l'iceberg de tout ce que vous pouvez retrouver dedans. Donc vraiment, foncez, et si vous vous intéressez au phénomène UFO, il faut le lire, celui-là, il va vous passionner. Mais pour finir cette émission, parce qu'il faut bien une fin à tout, je voudrais votre avis sur ce qu'on est en droit d'attendre dans les mois, peut-être années à venir. On parlait tout à l'heure de 2030 comme éventuelle date butoir de ce mouvement de divulgation. On va être dans la spéculation ou dans l'information, selon ce que vous nous direz, mais à quoi doit-on s'attendre d'ici fin 2025, 2026, sur ce mouvement de divulgation? On commence par toi, Sarah, si tu le veux bien. Je dirais déjà qu'il y a une guerre de l'information, puisque en ce moment, on voit qu'il y a des attaques de toutes parts. C'est-à-dire que on a retiré Wikipédia, donc il y a des problèmes avec Wikipédia, puisque Wikipédia a retiré la biographie de Chris Mellon, par exemple. Elle a retiré toutes les explications concernant, ou pense la retirer, de Sol Foundation. On a aussi Malmgren, qui était un des hauts officiers aussi, qui a divulgué certaines choses sur son lit de mort, c'est-à-dire avant sa mort. Il a divulgué pas mal de choses qu'il savait au sujet des UAP. Il a aussi été retiré de Wikipédia. Là, il y a un document qui est sorti sur le mythe ufologique, enfin le mythe des UAP américains, dans le Wall Street Journal. Donc on voit que les attaques sont incessantes. Il y a d'ailleurs Robert Sallah, celui qui était en charge donc d'une base à Malmstrom. Voilà, c'est ça, Malmstrom, qui a dû répondre à ça. Donc j'ai lu le document ce matin, comme quoi il répond à ces accusations, comme quoi en fait tout ne serait qu'un mythe pour pouvoir faire croire que, en fait, c'est-à-dire ils ont élaboré le mythe des UAP, soi-disant, pour cacher de la rétro-ingénierie ou pas de la rétro-ingénierie, là pour le coup carrément des technologies avancées. Et que soi-disant, quand il y avait des technologies avancées qui étaient vues par des témoins, ils disent qu'en fin de compte, ils ont préféré faire croire que c'était des UAP pour ne pas dire sur ce sur quoi ils travaillaient. Donc c'est simplement pour dire que la divulgation va prendre un chemin où à chaque fois ils vont tirer à chaque fois qu'il y a un lanceur d'alerte qui va donner des divulgations ou qui va révéler certaines choses, il va y avoir tout à coup une information qui va essayer d'aller à l'encontre de contre-information, en fait, en permanence. Et ça, je pense qu'on va continuellement le voir. Là, ça a fait un petit peu quelque part un flop, parce que Louis a répondu,
puisqu'il a dit clairement que, en fin de compte, c'est ce qui avait été fait dans les années 80, c'est ce qui a effectivement été fait à l'époque, lorsqu'il y avait des technologies avancées qu'on voyait dans le ciel, on disait que c'était des UAP pour essayer de clore et ne pas avoir à répondre à certaines questions. Mais ça n'exclut pas le fait que les phénomènes sont réels. Ça n'exclut en aucun cas le fait que les UAP sont réels et donc il peut y avoir un mixte. Mais quoi qu'il en soit, elles sont pas aussi performants. Ils peuvent imiter peut-être les UAP, mais ils sont certainement pas aussi performants qu'un UAP en tant que tel. Donc on a eu l'affaire des drones, etc. aussi là, qui était sortie au mois de novembre l'année dernière, qui avait envahi tout le New Jersey. Avec, il y avait un mélange des deux clairement, parce que quand je discutais avec des gens du New Jersey, t'as un père de famille qui est sur la route, qui dit que il voit cette espèce de drone qui va se diviser en 4. Là, je ne pense pas que nos drones militaires puissent se diviser en 4. On a suivi ce dossier. C'est ça. Donc, à mon avis, voilà, on va se retrouver au milieu de cette bataille d'information et de contre-information, et ça va être très compliqué de démêler les fils de tout ça. C'est Bourdieu, le sociologue, qui avait un livre qui s'intitulait « La sociologie est un sport de combat ». Ah, ben voilà, enfin des animaux sur Nurea. Il est le bienvenu, Sarah, il a le droit de s'exprimer. Oui, je disais, c'est le sociologue Bourdieu qui disait la sociologie est un sport de combat. Je vais reprendre ses propos, l'ufologie est aussi un sport de combat. Daniel, ta vision à toi pour les mois et années à venir sur ce mouvement de divulgation et sur ce qu'on devrait attendre? Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cours de l'émission, j'ai l'impression que depuis le mois de décembre 2017, avec la publication des vidéos et des articles dans le New York Times, j'ai l'impression qu'on est sur une dynamique. C'est quelque chose qui a été lancé. Alors, quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs, quelles qu'en soient les raisons, est-ce que c'est des raisons internes, propres aux agences, au gouvernement, aux politiques, etc. Ou est-ce que, ils ont été obligés de le faire? Moi, j'ai plutôt l'impression que on est sur quelque chose qui va continuer. On voit que depuis 8 ans, ça se maintient à un certain niveau. Il y a très peu de relâchement. Je pense qu'on va avoir de nouveaux lanceurs d'alerte qui vont faire des révélations de plus en plus, je dirais, importantes. Jusqu'où va aller la révélation? C'est une question qu'on peut se poser. Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Mais moi, je suis assez optimiste en ce qui concerne ce mouvement de révélation. Je crois que ceux qui lancent des informations, donnent des informations, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, sont des gens sincères qui prennent des risques. Luis Elizondo, il le dit dans son livre. À un moment donné, il avait tout perdu. Il avait perdu son job, il avait plus d'argent, il logeait dans une roulotte, etc. Donc, on ne peut pas imaginer que tout ça, ça soit un scénario créé de toutes pièces pour bluffer le public. Je pense qu'il y a quelque chose de réel, et comme le dit très justement Sarah, le phénomène est réel. Ça, c'est indubitable. Il est réel, on l'observe tous les jours. Moi, j'ai enquêté, j'ai fait des centaines d'enquêtes, donc le phénomène est réel. Jusqu'où va aller cette révélation? Ça, seul l'avenir le dira, et je ne peux pas jouer le rôle de prophète en la matière. En tout cas, personnellement, je reste assez optimiste. Écoute, un peu d'optimisme ne nous fait pas de mal, Daniel. Ne fait pas de mal. Sarah et Daniel, un grand merci à tous les deux pour être venus partager tout ça avec nous sur Nurea. C'était un plaisir d'échanger avec vous et j'espère vous revoir prochainement. Merci Guillaume. Merci Guillaume. tout le monde. À bientôt. À bientôt. Les Nuréens, merci à vous. Merci pour votre présence ce soir sur la diffusion de cette émission. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Sarah Wittenheim et Daniel Robin, OVNI, briser le silence. À lire absolument si vous êtes passionné par le sujet UFO. Une source d'information vraiment impressionnante. Je ne peux que vous le conseiller, je l'ai adoré. Les amis, si cette émission vous l'avez aimée, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très prochainement sur Nurea. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, on garde les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. À très bientôt tout le monde. Ciao!